Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour un CQFR à 3. C'est maintenant le rendez-vous après chaque match de finale. On sera avec Théo et Shai. On a eu le Game 2 la nuit dernière. Un scénario différent, mais avec finalement un résultat presque similaire, j'ai envie de dire. Alors, le score est un peu moins Large. large. Et merci. Je ne vais pas être très actif dans ce CQFR. Victoire de Boston 105-98, un peu moins large, mais parce que Dallas a réduit l'écart sur la fin. Il y a quand même eu un moment, on se dirigeait quand même encore une fois vers un match à plus 15, plus 16 en faveur des Celtics. Les Celtics sont confirmés sur ce match 2. Ils sont au-dessus. Ils sont à 2 victoires des finales. Ça, c'est le constat qu'on pourrait faire. Maintenant, moi, je vais vous demander, les gars, ce que vous avez retenu finalement de ce match 2. Allez, je laisse Théo démarrer encore. On profite de sa présence de bon matin. Pas mal de choses au bout du compte. Moi, je trouve que les scénarios étaient vraiment très différents pour le coup entre ce Game 1 et ce Game 2. Je trouve que Dallas avait fait plein d'ajustements importants. Alors, on peut voir la maladresse à 3 points des Celtics sur ce match, notamment en première mi-temps, comme étant une anomalie. En même temps, j'ai trouvé que Dallas avait beaucoup mieux défendu sur les tirs à 3 points qu'au match 1. Tu dis le score, ça se joue à rien. Pour moi, ça se joue quasiment dans la dernière minute là alors, je sais pas si vous voulez qu'on revienne là-dessus ou on en reviendra plus tard, mais ça se joue sur une action. Enfin, il y a une action qui aurait pu vraiment changer le cours du match. La perte de balle de Doncic sur la passe qui est Non. interceptée Moi, c'était la faute pas quart-temps. sifflée sur PJ Washington. Il y a une occasion pour les Mavericks de revenir à -3. Au bout du compte, ils se retrouvent à nouveau à -7 parce que derrière, il y a un panier dans la foulée de Snowcall. Voilà, je pense que c'est une action qui aurait pu faire basculer peut-être potentiellement le match. Après, je partage ton avis, Antoine, dans le sens où Boston a été meilleur sur la globalité. Clairement, et puis après on pourra revenir peut-être en détail, mais c'est ça les choses que je retiens, avec quand même visiblement quand même la nouvelle blessure de Kristaps Porzingis à 5 minutes de la fin qui sort et qui est parvenu, et qui sera quand même un élément important pour le Game 3, je pense, si ça devait se confirmer. Ouais, c'est ce qu'on craignait, on va attendre de voir, mais c'est vrai qu'il boitait quand même pas mal. Après, son impact sur le match quand il a joué, il a été bon. Hein, Ouais. Il a été efficace, il a scoré, pris des rebonds, réussi des contres. Donc à surveiller effectivement. Moi, je retiens la défense de Boston encore. C'est encore en défense qu'ils ont gagné ce match. Même les joueurs qui n'étaient pas dans un grand soir en termes d'adresse, je prends tout de suite Jason Tatum, évidemment, parce qu'il a shooté à 6 sur 22. Il a super bien défendu. Il a aussi, il s'est concentré sur le playmaking, sur la défense, sur tout le reste, et il a compensé sa maladresse par ça. Donc j'ai beaucoup aimé le match de Tatum, et j'ai adoré, encore une fois, dans cette série et même dans ces playoffs, le match de Jrue Holiday qui a pour moi été un game changer total, parce c'est-à-dire que si t'es à la place des Mavs, tu te dis bon, et on arrive à limiter Tatum à 18 points, il shoot pas bien. Jaylen Brown, qui est le numéro 1 bis à 21 points, il était pas dans un soir légendaire non plus. Et derrière, tu te manges Jrue Holiday, qui était quasiment considéré comme un spécialiste défensif quasi exclusif à Boston. Mais 26 points, 11 rebonds, 11 sur 14, avec en plus de ça, des actions défensives déterminantes comme il en fait à chaque fois. Voilà, c'est cette impression que Dallas finit encore sous les 100 points, et cette impression que ça va être très très dur de mettre beaucoup de points contre Boston, et que ça fera la différence en définitive. On n'est qu'à 2-0, Dallas n'a pas encore joué à domicile, donc il n'y a absolument rien qui est fait, mais léger sentiment d'impuissance côté Mavs sur ces 2 premiers matchs. Moi, c'est ça que je retiens. C'est le sentiment d'impuissance dont tu parles. Oui, le scénario était très différent. Je crois que je vais voir comme ça. J'ai dit scénario très différent, résultat similaire. Je suis un doute. Ouais, le résultat n'est pas tout à fait similaire quand même, pour moi, hein, mais bon. Je te trouve optimiste, perso, Théo, avec Dallas. Oui, ils reviennent sur la fin, mais ça me semblait quasiment presque inespéré. Il y a l'action à 4 points de Luka Doncic, elle fait du bien. Et oui, effectivement, c'est vrai, si la faute est sifflée, si PJ Washington il rentre ses 2 lancers, il n'y a que 3 points à 1 minute à jouer. Mais c'est marrant parce que sur le match, et ça aurait pu donner un match différent, tu as raison, hein, ça peut finir. Tu sais, tu es à un panier. Bon, au final, tu reviens à une possession, ça peut paniquer. Clairement, ils peuvent aller faire un espèce de hold-up, mais j'aurais considéré ça comme un hold-up. Tu vois. J'ai l'impression que dans les 3 dernières minutes, ils reviennent. Peut-être Boston se croit match gagné un peu trop vite, parce qu'ils ont 14 points d'avance et ils prennent un 8-0. Ouais. Mais sur l'ensemble du match, et du coup sur l'ensemble des 2 matchs, j'ai un peu comme toi, Shai, un espèce de léger sentiment de, tu vois, est-ce qu'il y a une solution? Et d'ailleurs, il y a un moment, en fait, heureusement presque à ce 8-0,
Parce qu'il y a un moment, je me suis presque dit que Luka, il était en train de se dire, bah vas-y, c'est mort, quoi. Enfin, pas assez mort sur la série, hein, mais sur genre en mode, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi? Et je sors de ces 2 matchs, pourtant je partage la même chose au final, de se dire, mais enfin, la série, la finale, elle est loin d'être finie, tu vois, mais j'ai un petit truc de, ouais, l'impression que Boston est au-dessus et que d'une manière ou d'une autre, ils trouvent une solution pour gagner. Et je suis désolé, je pense pas en parler tout de suite, mais là, très sincèrement, alors on verra avec Porzingis, effectivement, ça change la donne, mais j'ai du mal à me dire que Boston peut perdre 4 matchs. Ça me semble loin. En fait, ça me semble trop loin. Trop d'options en attaque, trop de 4 matchs. Quoi. Ouais, trop d'options en attaque, trop de bonnes choses en défense. Là, en face, tu as Luka qui était un peu trop seul aussi. Ça peut changer. Ils peuvent évidemment plus apporter, notamment Kyrie, dont on parlera, je pense. Mais j'ai un peu ce sentiment-là aussi que c'est fou d'être capable de trouver d'autres options comme ça. Si c'est pas Tatum, c'est Brown. Si c'est pas Brown, c'est Derrick White. Si c'est pas Derrick White, c'est Jrue Holiday. Si c'est pas Jrue Holiday, il y a Porzingis qui va mettre 12 points, même si c'est pas... même s'il ne joue pas les prochains matchs, on n'en sait rien, mais t'as Peyton Pritchard qui rentre, qui fait un shoot de quasiment 10 minutes. Le buzzer buteur, il fait très mal. Les Celtics, les Mavericks, c'était revenu à 6 points, il y avait un bon passage, et tu finis sur ça, le mec il balance une prière, il le met, il y a 9 points d'un coup. C'est pas une prière, hein. Franchement, c'est un beau shoot, oui, c'est un bon shoot. C'est entièrement la faute de Dallas, et notamment de Derrick Jones Jr., sur lequel je reviendrai, mais tu pouvais pas défendre plus mal en fait sur ça. Et honnêtement, moi je le regardais et je l'ai vu venir à 2 km quoi, ce tir. Il reste beaucoup de temps, il le laisse prendre de l'avance, il le laisse le dépasser. Il suffit qu'il reste devant lui en fait. Il suffit qu'il reste devant lui. Et enfin, non, pour moi, c'est un bon tir de. Alors, bien sûr, tu vas pas en mettre 50 000, mais c'est pas du tout. Pour moi, c'est pas une prière ce tir. Oui, non, t'as raison. T'as confiance dans le timing et c'est un tir qui était évitable et effectivement hyper important parce qu'il redonne du momentum à Boston à un moment où Dallas avait réduit le score. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Plus 9 au début du 4e, grâce à ça. Enfin, à la fin du 3e, c'est là que Pritchard marque ce tir au buzzer. Ouais. Parce qu'il faut le dire, le match a été serré quasiment tout du long. Hein. Dallas a mieux commencé et devant dans le premier quart-temps. Une adresse cata des Celtics, ils ont raté 20 de leurs 24 premiers tirs à 3 points. On sait que c'est un atout de Boston, mais Boston est quand même devant à la mi-temps, 54-51. Ensuite, c'est serré. Quatrième quart-temps, il y a plutôt 10 points d'écart par moment, mais on sent que c'est serré, Théo. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il a pu manquer alors au Mavs ? Pour moi, il y a quand même pas mal de choses. Il a manqué pas mal de choses. Déjà de l'adresse au lancer franc. Ils perdent 105-98, ils font 16 sur 24 au lancer franc. Alors on sait que c'est une équipe qui n'est pas à droite au lancer franc, mais c'est une équipe qui n'a pas de marge d'erreur en fait. Et je suis d'accord en fait sur le fait que Boston soit au-dessus. Je pense que pour autant, aussi là, ils sont menés 2-0. J'ai du mal à voir comment Dallas pourrait gagner 4 matchs dans cette configuration. Mais il y a quand même des ajustements qui peuvent être faits, notamment, tu vois, au rebond, par exemple, ils ont fait l'ajustement. On avait dit qu'ils n'auraient aucune chance s'ils ne gagnaient pas la bataille du rebond. Là, ça se joue à peu de choses. Ça se joue à 2 rebonds près. Dallas est devant, mais quand même, ça, ils ont corrigé. Ils ont mieux défendu sur les tirs à 3 points. Ils ont trouvé d'autres solutions. Les post-up de Daniel Gafford en début de 3e quart-temps, c'était intéressant. Ça apportait du scoring. Il y a des joueurs qui se sont montrés un peu mieux. Et pourtant, il y a quand même voilà, il y a des choses sur lesquelles ils sont pas au niveau dans cette finale, au niveau qui a été celui qu'ils ont montré durant les playoffs. On en a parlé à plusieurs reprises. On disait les role-players sont pas des role-players par hasard. Et là, pour Derrick Jones Jr., c'est pas pour m'acharner sur lui dans ses QFR, mais clairement, il est pas du tout au niveau qui a été le sien durant ces playoffs. Et pour moi, il a fait mal en fait, parce qu'en fait, tu sens qu'il a peur. Je parlais sur le tir de Pritchard, c'est lui qui est dessus. Il y a un moment, il fait un airball, mais il est tout seul. Un airball, comme tu en vois rarement quand même à ce niveau de compétition. Honnêtement, je trouve tu sens le moment est trop grand pour lui, quoi. Alors, j'espère pour lui qu'il pourra se relancer, mais ça a été un des role-players essentiels pour Dallas dans ses playoffs. Alors, il est resté longtemps sur le terrain parce qu'il a quand même un apport défensif qui est important, mais même là, tu le sens. Alors, faut rendre hommage à l'équipe de Boston. Hein. Je dis pas que c'est parce que cette équipe de Boston est très forte qu'un joueur comme Derrick Jones Jr. est en difficulté. On le voit aussi avec Derek Lively, qui était incroyable pendant tous les playoffs. Et là, tu sens que c'est un niveau. Voilà, même s'il était meilleur dans ce match que dans le précédent, tu sens que c'est dur. Du côté de Dallas, ce que je trouve intéressant, PJ Washington, pour moi, c'était le 2e meilleur joueur des Mavericks dans ce match. C'est un mec qui n'a pas peur du moment.
c'est un joueur qui est capable de hausser le ton, je trouve, dans ce qu'il a montré. Ça, c'est une belle confirmation sur ce match 2. Et après, je pense quand même qu'il faut parler de Kyrie Irving, parce qu'au bout du compte, il met des points au bout du compte. Moi, vraiment, ce qui m'a dérangé dans le match de Kyrie Irving, c'est que toutes ces actions de 1 contre 1, je les ai trouvées à contre-temps de ce qui se passait dans le collectif de Dallas. Et autant... Tout du long de ces playoffs, on n'a pas arrêté de le mettre en avant, de dire à quel point il était incroyable dans cette équipe de Dallas, parce que justement, ces moments de scoring arrivaient dans le flow, en fait. Il choisissait ces moments, mais sans que ce soit avec de l'isolation pure, en poussant tout le monde sur les côtés. Il mettait du dynamisme, il mettait du rythme. Et encore une fois, moi, je maintiens ce truc-là. Dallas ne peut pas gagner si Dallas ne met pas de rythme. Et on a bien vu, ils ont commencé le match très en rythme. Et dès qu'ils baissent et dès qu'ils montent la balle en marchant, c'est mort. Et pourtant, ils sortent. Voilà, Luka, je suis d'accord avec toi. Il y a un moment, il doit se retourner et dire mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Il joue blessé, il sort un triple-double. Il doit être le puncher, il doit tout faire en fait. C'est à lui d'être le puncher offensif, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que Dallas était dans le coup à un bon moment. Mais derrière, il faut qu'il y ait quand même des joueurs capables de prendre le relais et il faut que Dallas puisse maintenir ce rythme. Parce que sinon, effectivement, je reviens sur ce que tu disais, la défense de Boston est trop forte. Ouais. Elle est trop forte. Et il y a quelques situations intéressantes où finalement, Boston était obligé de blitzer. C'est pas vraiment un blitz, mais du moins de venir à 2 sur Luka. Luka a sanctionné tout de suite et ils ont été obligés de le faire parce que Dallas a poussé le rythme. Ils se sont retrouvés à pas défendre sur les joueurs sur qui ils voulaient défendre, les joueurs de Boston, et ça a permis de trouver des occasions. Ils ont pu enfin placer un lob. Ils en ont mis, je sais pas, 50 000 contre les Wolves. Là, il a fallu attendre le match 2 pour voir la première passe lobée. Mais voilà, le rythme, et là où ça m'inquiète, c'est que Luka est diminué. Ça se voit, hein, franchement, qu'il n'est pas à 100%. Donc ça va être de plus en plus dur de trouver ce rythme si d'autres joueurs ne prennent pas le relais. Non, c'est ça, mais je reviens sur Kyrie, tu as raison. Ouais. C'est important. On a dit que ce serait un des éléments clés de ces finales, parce que ça a été un des éléments clés pendant les playoffs. Au-delà de tout ce qui a bien fonctionné pour Dallas, le fait qu'ils aient cette deuxième option qui est tellement forte offensivement, capable de trouver des solutions dans n'importe quelle situation ou presque, ça fait une différence énorme quand tu as déjà une attention aussi gigantesque sur Luka. Là, Luka est un peu trop seul. Les stats sont énormes. C'est 32 points, 32 points, 11 rebonds, 11 passes. Il fait 4 interceptions, donc il ne s'économise pas non plus. Il a aussi essayé d'être actif en défense, même s'il a été un peu ciblé aussi. Kyrie doit faire plus. Cette impression de contretemps, je me suis demandé si là, pour le coup, il n'est pas rentré dans le jeu de se dire allez, je suis à Boston, je vais prouver aussi. Je me suis demandé un peu si ça n'avait pas été le cas, parce que même à la fin, tu vois qu'il interagit avec des fans en disant on va revenir pour le Game 5. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il avait sa quête personnelle qui est un peu venue se greffer sur le match, et que ça a peut-être desservi un peu Boston. Mais oui, Dallas a besoin que Kyrie marque plus que 16 points, shoot mieux qu'à 7 sur 18. Et éventuellement qu'autour aussi, il y a un apport différent des autres. Le banc n'a pas trop contribué en attaque. J'allais dire comme toi, c'est-à-dire que PJ Washington, je l'ai trouvé bon. Ça a peut-être sans doute même été le deuxième meilleur joueur de l'équipe cette nuit. Et on peut peut-être du coup passer sur cette action. C'est vrai que sur le coup, sur cette tentative de dunk où il se fait contrer, en tout cas c'est ce qui est sifflé, il se fait contrer par Derrick White avec Jaylen Brown qui arrive en deuxième lame. Sur le coup, je me suis dit c'est bizarre. Enfin, dans un premier temps, je ne voyais pas grand monde parler de faute. Et alors que quand tu vois sur le ralenti, il lui tape quand même bien la main, on est d'accord. Moi, je me suis juste dit... Pour moi, la faute, elle n'est pas là. La faute, c'est qu'il a poussé dans le dos par Jaylen Brown. Et en fait, ça, je trouve que tu le vois avec l'angle de la caméra, qui n'est pas celui de l'arbitre. Tu la vois sur la première action, en fait. Moi, devant mon écran, j'ai halluciné que ça ne soit pas sifflé, parce que tu vois vraiment Jaylen Brown qui est en retard et qui met sa main dans le dos, en fait. Ouais, je me suis demandé, parce que j'ai réfléchi comme un footeux qui joue pas au basket, c'est-à-dire est-ce que c'est l'équivalent d'un mec qui tacle en dernier défenseur, c'est un peu dangereux mais on le laisse parce que c'est un beau geste et qui va sauver l'action, ou est-ce que quelle est la règle au moment où on est d'accord qu'il tape la main aussi, au dehors du fait qu'il y a la poussette qui est claire, il tape d'abord la main et pas le ballon. Alors la main fait partie, dans les règles NBA en tout cas, la main fait partie du ballon. Donc si tu peux prendre un bout de la main en même temps que le ballon, t'es pas forcément, ça garantit pas que tu prends une faute. Si tu prends le poignet, de ce que j'ai compris, là c'est faute, mais la main, en gros vraiment la paume et les doigts font partie du ballon, donc c'est pas un critère suffisant pour avoir une faute automatiquement. Pour moi, la faute elle est vraiment dans le dos dans le dos de PJ Washington, la main de Jaylen Brown dans le dos en fait. Ouais.
Bon, après, on peut aussi toujours dire que bon, c'est une action, que c'est pas au buzzer, que c'est pas. Il y avait 5 points d'écart, c'est ça, ouais. Il y avait 5 points d'écart, mais ça aurait peut-être pu. Ils étaient sur une vraie bonne dynamique et je me demandais si Boston n'allait pas faire comme ils ont fait malheureusement trop de fois dans la saison, à se relâcher trop tôt et à laisser Dallas revenir. Mais bon, ça a été une action importante, mais j'ai du mal à la considérer comme vraiment clé, tu vois. En fait, je dis pas que c'est une honte, parce que des coups de sifflet ratés, il y en a dans un match. Ça fait partie du sport. Mais pour moi, elle est quand même déterminante parce qu'en fait, effectivement, ils sont menés de 5 points, Dallas. Pour le coup, je trouve que Luka peut plus faire les mêmes efforts défensifs que durant le reste des playoffs. Il est trop diminué. Et effectivement, ça pénalise la défense de Dallas parce qu'il est plus aussi agressif sur la balle. Là, il fait vraiment l'effort. Il défend super bien sur la possession. Il y a un ballon volé, une passe de relance et tu peux revenir à -3. Pour moi, ça change vraiment. Derrière, ça fait temps mort de. Je suis sûr que Mazzulla prend un temps mort. Il y a un moment de silence dans la salle. Tu dis putain, mais on est à -3 en face. Il y a Luka Doncic. Pour moi, je parle pas des joueurs. Je parle de dans la salle. Tu vois l'ambiance globale. Je dis pas que les Mavs auraient forcément gagné, mais c'est vraiment pour moi un fait de jeu qui influence vraiment directement le résultat potentiellement, parce que derrière ils se reprennent un panier de Jalen Brown, ils se retrouvent à -7 et puis je sais plus, derrière ils marquent pas, ils se retrouvent à -9 et c'est mort en fait. Il reste 50 secondes après. C'est l'action qui aurait vraiment pu changer la donne, pas seulement à cause du résultat, mais parce que voilà, Luka vraiment il a fait un fort effort défensif, ça paye. Et derrière, je suis d'accord, hein, Antoine, il y a des moments où tu vois Luka, il baisse les épaules, t'as littéralement l'impression qu'il se dit non mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il a mis des tirs, Luka, où tout Luka Doncic qu'il est, je suis pas sûr qu'il les remette si jamais c'est le même genre de tir qu'il est obligé de prendre au cours de cette série. Alors il les remet si, mais pas avec une telle adresse. C'est-à-dire que là, Luka, je vais regarder à combien exactement il termine. Alors il termine à 12/21, donc c'est moins marquant que pendant le match. Il y a des moments dans le match. Il était à 10/14 un moment. Ouais, voilà, c'est ça. Avec mes 10/14. Avec, je sais pas, 4 ou 5 fadeaway de loin en se retournant. On a l'impression de voir LeBron James contre Toronto. Il a mis des tirs très difficiles. C'était le seul qui mettait dedans à 3 points. Alors, Luka, c'est un joueur exceptionnel. On peut compter sur le fait qu'il va remettre des points, c'est sûr. Je sais pas s'il sera toujours aussi adroit avec la difficulté de tir qu'il a pris hier. Et c'est presque gâcher une cartouche, en fait, quand tu as ta superstar qui rentre des tirs comme ça, mais que derrière... Alors, pour le coup, PJ Washington, je pense, depuis la série contre le Thunder, je suis avocat qu'il ait plus le ballon. Qu'il ait plus le ballon balle en main. Je trouve qu'il est percutant. Le problème, c'est que, voilà, comme tu as dit, c'est un role player. Je vais faire une analyse très, très simpliste et qui, du coup, est un peu erronée, mais Luka, c'est le meilleur joueur de la série. Il l'a montré. Généralement, l'équipe qui a le meilleur joueur de la série est en bonne position pour gagner, sauf que là, on est dans une situation où tu as derrière une équipe qui a les 6 des 8 autres meilleurs joueurs, tu vois, avec Boston. Et Tatum et Brown, on pourra revenir sur leur duo, qui, encore une fois, ça fait des années qu'ils cherchent à être divisés, qui n'a pas forcément une énorme synergie, mais qui ont finalement, avec le temps, trouvé la place pour vraiment avoir un impact ensemble. Tatum et Brown, tant que Kyrie, il n'est pas le 3e meilleur joueur de cette série, proche d'être le 2e meilleur joueur de cette série, Tatum et Brown, ça peut contrer, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un truc très simpliste de puissance. Alors, on imagine des puissances abstraites. Le fait que tu aies d'un coup Tatum et Brown très très haut, bah, ça contre le fait que tu n'as pas le meilleur joueur de la série parce que tu n'as pas Kyrie. Et c'est pour ça que je reviens sur Kyrie. Tu n'as pas ce Kyrie qui est percutant. Moi aussi, je l'ai trouvé à contre-temps. Je reviens là-dessus. Hein. J'ai trouvé que c'était jamais dans le bon flow, c'était rarement dans le bon timing. Ce que j'aimais bien, c'est le fait qu'il pousse la balle, vu que c'est pas Luka qui a remonté la balle, hein, ça a été PJ Washington qui a remonté la balle, Derrick Jones par moment, Kyrie Irving, même Maxi Kleber. Il y a souvent eu la volonté de se dire bon, Luka, on va pas le fatiguer, il a Jalen Brown qui défend sur lui très haut, alors on va mettre d'autres mecs qui poussent le rythme. Et Kyrie remontait bien la balle. Par contre, c'est effectivement ces actions en un contre un. Il y a des moments même, je regardais avec mon frère, on en discutait, on se demandait, mais est-ce qu'il ne faudrait pas juste qu'il ait quelques tirs en spot-up, des 1 ou 2-3 points libres que tu prends en réception tir, juste pour se mettre en confiance? Parce que là, tu as l'impression qu'il cherchait sa confiance. Moi, je ne sais même pas si c'était son histoire de bif avec Boston. Moi, j'ai l'impression qu'il cherche sa confiance. En fait, c'est déjà l'impression que j'avais sur le match 1, c'est qu'il y a des moments où il force parce qu'il a besoin de voir la balle rentrer. Il a plutôt bien commencé, mais
sans paradoxalement se mettre dans le rythme. Et derrière, en fait, il met 10 ou 11 de ses 16 points en première mi-temps. Et derrière, tu le vois plus. Alors pourtant, Kyrie, c'est monsieur quatrième quart-temps, mais tu le vois pas, en fait. Il est pas dedans. Il va falloir qu'il score au prochain. Je finis les tweets paix sur le monde et tout. Là, il va falloir qu'il envoie du point parce que je vois pas non plus comment Dallas peut surmonter ça si Kyrie hausse pas son niveau là. Parce que finalement, les moments où il a scoré, j'ai trouvé qu'il était vraiment dans le jeu direct, en fait. Bien sûr, il y a sa technique de main, etc. Mais c'était un drive pleine force avec de la technique pour éviter. Mais dès qu'il s'est mis à dribbler, à enchaîner les dribbles, il y a trop de défenseurs, en fait, dans cette équipe de Boston qui peuvent venir le perturber. Jason Tatum lui vole un ballon. Il y a un moment, il se retrouve complètement coincé. Et surtout, moi, c'est... Parce que même, effectivement, il monte la balle, mais même lui, quand il montait la balle, parfois, c'était en marchant, en fait. Il n'y a pas cette intention de garder une espèce de rythme, de forcer Boston à être tout le temps sur le reculoir. Ce que j'ai aimé avec PJ Washington, en fait, c'est que toutes ses décisions en attaque, il les a prises rapidement, en fait. Il s'est pas contenté de prendre des tirs à 3 points. Il y a une ou deux fois, il reçoit la balle, il est ouvert, mais il réattaque les intervalles. Exactement. Et du coup, il renforce il prend la défense de Boston un petit peu en défaut parce que la défense de Boston c'est dit clairement, allez-y, Derrick Jones Jr., PJ Washington, faites-vous plaisir. Si vous devez prendre des tirs à 3 points, faites-vous plaisir. On sait que vous allez pas, vous n'aurez pas la capacité de marquer avec suffisamment d'efficacité pour nous punir. Et en fait, ce que j'ai aimé avec PJ Washington, c'est vraiment son attitude quand il a drivé fort et en confiance. Et Derrick Jones Jr., quand il drivait, tu sentais qu'il drivait parce qu'il sentait qu'il devait le faire, mais qu'il n'y avait pas de conviction, quoi. Enfin, c'est hyper simpliste de dire ça. Je dis pas, bien sûr, c'est hyper compliqué. Je ne souhaiterais pas être dans la position de Derrick Jones Jr., mais c'est impressionnant parce que dans les séries précédentes en playoff, on se disait, mais c'est incroyable la confiance avec laquelle il joue, il fait que les bons choix. Et j'ai trouvé que ces hésitations, même offensives, on les retrouvait un petit peu en défense. Je l'ai trouvé. Alors, je dis pas qu'il a fait un mauvais match en défense, mais j'ai pas trouvé non plus aussi saignant que ce qu'on avait pu voir par le passé. Après, c'est compliqué. On sent quand même qu'il y a... Même Maxi Kleber, finalement, il fait un deuxième passage qui est plutôt bon, mais le premier passage, il est catastrophique. C'est abyssal, en fait. Et voilà, tu vois aussi, c'est un joueur qui revient de blessure. Il revient de blessure, ils le mettent pour étirer un peu les lignes parce qu'il cherche de l'adresse à 3 points, mais le mec, il a l'épaule en vrac, c'est quand même pas la meilleure façon de faire. Il y a eu, c'est vraiment à la marge, Dante Exum qui fait un bon passage, mais sur un très court temps de jeu. Enfin, qui fait plutôt un bon passage. Mais voilà, j'ai bien aimé, ce que j'ai bien aimé du côté de Dallas, malgré tout, c'est vraiment, il y a des ajustements de match en match, quoi. C'est, pour le coup, le coaching staff est en recherche de solutions. Donc, ils vont continuer à chercher des solutions. Mais là, c'est pour ça que c'était dur, ce match. Je comprends ce que vous dites tous les deux, de dire que Boston était au-dessus. Je pense que Boston était au-dessus, mais moi, j'avais quand même le sentiment qu'il y avait peut-être un coup à faire pour Dallas. Et ça va être dur. Pardon, je fais long là, mais je doute pas du tempérament de compétiteur de Luka Doncic. Je sais que c'est pas un mec qui va baisser les bras, mais effectivement, il y a des moments où tu vois il baisser un peu la tête. Comme tu disais, Shai, à un moment, il était trop seul en fait. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le duo Tatum-Brown parce que j'aime bien ce qu'ils font sur le terrain, c'est-à-dire au-delà de la maladresse de Tatum par rapport à ce qu'il est capable de faire. Il fait plein de bonnes choses. Brown, c'est un métronome, il est quand même toujours hyper actif en défense. Il fait plutôt généralement les bons choix en attaque aussi. J'aime bien aussi tout ce qui se passe en dehors du terrain avec eux, c'est-à-dire, vous avez vu je pense que les gens ont vu l'espèce de petite provocation de Jason Kidd qui a dit que Jaylen Brown était le meilleur joueur de l'équipe et tout. Enfin, il a un peu joué là-dessus. Et après, du coup, il y a aussi des questions pour Tatum, pour Brown autour. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ait dit ça? J'ai bien aimé les réponses des deux, de Tatum et de Brown, avant, après le match. J'aime la façon dont ils sont tous les deux. Ils m'ont l'air très, très concentrés sur l'objectif. Tatum a répété, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'histoire d'ego. Je suis concentré sur le playmaking, la défense. Évidemment que j'aimerais mettre un peu plus de tirs, mais ça n'a aucune importance. Brown, il est en mode totalement fermé. Je ne l'ai jamais vu aussi fermé. Il était en interview avec Rémi Reverchon sur Bean. Il n'a pas pipé mot pendant 6 minutes. C'est que des réponses très courtes. Et il est comme ça depuis le début de la série, voire même des playoffs. Et je les trouve tous les deux vraiment très, très concentrés. Tatum, pas du tout inquiet par sa maladresse. Et ça dégage quand même une certaine force qui fait que je suis assez d'accord avec le côté équilibrage des rapports de force entre les deux équipes, avec le fait que Doncic est quand même le meilleur joueur de la série. Les deux ensemble, ils font vraiment très mal. Et si avec les deux, ça irait. Mais autour, je veux dire, Derrick White, dans son rôle, il est parfait. Il met toujours ses points et il défend. Alors voilà, il y a faute, pas faute, mais il fait le taf en défense.
Jrue Holiday, je reviens sur lui encore, mais il a une adresse incroyable, 11 sur 14, en plus de la défense de fer qu'il propose à chaque fois. C'est voilà, autour de ce duo-là, autour de Mazzulla qui me semble faire des bonnes choses aussi et qui me semble aussi assez serein et sûr de la force de l'équipe, je les trouve en très très bonne position pour aller au bout. Alors maintenant, la série va passer à Dallas. Jason Kidd a des ressources. On l'a vu depuis le début des playoffs. Il arrive à trouver des ajustements, à faire des choses qui permettent à Dallas soit de revenir dans la série quand ils sont menés, soit de faire au moins jeu égal avec des équipes qui sont peut-être censées être au-dessus. Là, on va pouvoir voir sur les 2 prochains matchs. Moi, avant qu'on parle des ajustements sur Tatum et Brown, les Celtics sont énormément misés sur eux. Je pense je crois que c'est après le Game 1, on avait parlé notamment de toutes les fois où, je sais plus, c'était dans le podcast sur les previews finales, peut-être sur toutes les fois où ils n'ont pas sacrifié l'un des deux, même que ce soit pour Paul George, pour Kevin Durant, pour Jimmy Butler, pour Kawhi Leonard, Anthony Davis. Ils ont eu des tonnes d'opportunités. Ils ont pas. Alors peut-être des fois ils ont voulu et ça s'est pas fait, mais le fait est qu'ils ont beaucoup misé sur leurs 2 talents. Et ils ont misé vachement sur le fait que leurs 2 talents seraient capables de créer, parce que les Celtics n'ont pas joué avec un meneur depuis le départ de Kyrie Irving. Marcus Smart, c'est pas un vrai meneur. Jrue Holiday, c'est pas le plus gros playmaker de la terre. C'est une forme de gestionnaire, mais c'est pas non plus c'est pas le dépositaire complet du jeu. Le pari, en tout cas, ça a été que Jaylen Brown et Jason Tatum vont créer du jeu pour les autres. Et c'est exactement ce qu'ils font, en fait. Là, 12 passes pour Tatum, 7 pour Brown. Et même les actions, au final, où ce n'est pas une passe décisive de Brown ou de Tatum, tout part de leur drive. Tout part de leur drive. Et du fait que Dallas n'arrive pas vraiment à contenir leur drive. Alors, souvent, ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, c'est qu'ils ont ciblé Luka Doncic. Ils ont forcé à chaque fois un switch pour que Tatum... Et effectivement, il y a eu quelques actions où Doncic, il a bien défendu, mais dans l'ensemble, il est battu sur l'homme. Et une fois qu'il est battu, il y a une aide. Et une fois qu'il y a une aide, par définition, il y a un joueur seul à 3 points. Boston, je commence à beaucoup, beaucoup aimer Joe Mazzulla parce que je sens vraiment la patte de Joe Mazzulla sur cette équipe, même si cette équipe, des fois, c'est pas la plus kiffante à regarder jouer, mais il y a un truc avec Mazzulla, c'est qu'il y a zéro panique, on va pas changer le plan. Luka, il prend feu, il met 23 points en première mi-temps. On va pas doubler. Il y a eu des moments où ils ont doublé. Mais comme tu l'as dit, Théo, c'est pas pour la même raison. C'est-à-dire qu'ils ont doublé parce que les Mavericks poussent le rythme. Et du coup, quand tu pousses le rythme, l'équipe adverse, qu'est-ce qui se passe? Elle se replie. Elle n'a pas le temps de mettre en place son plan de jeu défensif. Donc, Porzingis, tu ne peux pas le cacher. Ah, attends, mince. Parce que, par définition, Porzingis, il a Gafford sur lui, encore au moment où ils sont en attaque. Donc, tu replies presque avec le gars qui est proche de toi. Donc, le mec qui défendait sur toi, et il se retrouve à défendre sur Gafford, ce qui n'est pas le plan de jeu des Celtics. Et c'est là où il y a eu des moments où ça a doublé. Mais dans l'idée, ils ne doublent pas plus que ça. Ils ont maintenu leur plan sur Luka, malgré les paniers de Luka, en se disant il met des tirs difficiles, ok, de toute façon, c'est le plan. S'il continue à mettre ses fadeaway, on s'adapte pas tôt. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé là où il n'y a pas d'adaptation, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils peuvent pas, peuvent pas se permettre, mais ils ont raté 20 des 24 premiers tirs, comme je disais, à 3 points, mais ils ont continué à arroser. Mais des fois, il y avait des possessions, ils ont raté 4 de suite. Et non, mais c'est ça le plan. Donc, tant que c'est des bons tirs, on va continuer à mettre ces tirs et ça va payer. Et du coup, ils n'ont pas mis beaucoup de 3 points. Boston, par contre, ils les ont mis dans des moments super clés. Tatum, son premier 3 points du match, c'est à 10 minutes de la fin, ça donne 10 points et tu as l'impression, ok, il n'y aura pas de clutch, tu vois, il n'y aura pas de situation clutch. Il y en a un autre de Holiday, c'est juste après. C'est le moment pour moi. Moi, j'ai trouvé que c'était là un peu que le match était tué. C'est passe hasardeuse de Luka, parce que je crois que c'est PJ Washington qui ne se démarque pas bien. Passe hasardeuse. White, il prend la balle, il sert Holiday met le 3 points, ça fait plus 11. Là, pour moi, c'était déjà cuit. Et juste derrière, White, il en met un autre. Et tu vois, ça, c'est des 3 points en fait qui font super mal. Et souvent, ça part de drive de Jaylen Brown et Jason Tatum. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, Tatum, qui a complètement déchiré au niveau de l'adresse, il a fait un match sur le reste, dans le reste de ce qu'il a fait, qui était très bon, quoi. Au rebond, à la passe. Il était pas bon, sur l'adresse sur ce match-là. La défense de Jaylen Brown, elle est incroyable. Il y a un moment où il se retrouve isolé face à Kyrie Irving et le pousse à faire un marché là. Franchement, ouais. tu voyais le ralenti, il y avait tout dans la défense, quoi. Il a gardé la distance, il est revenu, il a porté le torse pour l'empêcher de driver, la petite main pour perturber le dribble. Il y avait tout dans cette situation, ouais, sans faire faute.
Défensivement, ils sont vraiment impressionnants. Effectivement, ce qui est beau, c'est quand tu as White et Jrue Holiday, qui sont peut-être les deux joueurs qui ont fait le meilleur match du côté des Celtics d'une certaine manière, même s'ils n'auraient pas pu le faire sans Tatum et Brown. Le meilleur match, je veux dire, dans l'efficacité, voilà, qui ont eu le moins de déchets, c'est là que cette équipe elle est très forte. Et effectivement, je pense que moi, au vu du parcours de Dallas, j'ai certainement, on verra la suite, mais surestimé finalement l'importance des rotations, parce que j'avais l'impression que cette équipe de Dallas, elle était en train de faire quelque chose un peu d'inédit en fait, de pouvoir gagner des matchs de playoff et des séries de playoff en comptant sur sa longueur de banc, ce qui est rarement le cas. Et là, en fait, dans ce match, c'était vraiment l'illustration de ça, c'est que finalement, tes rotations, tes joueurs de banc, de complément, il y a un moment où ils tapent dans le mur. C'était le cas avec Lively, Derek Jones Jr. et d'autres. Et de l'autre côté, le top 6 de Boston a été excellent. Les deux fois où ils ont fait la prise à deux, là, ce qui est fort quand même du côté de Luka, c'est que c'est arrivé effectivement deux fois dans la situation que tu as décrite, Antoine. Une fois avec Porzingis et l'autre fois avec Al Horford. Et les deux fois, Luka, il a vu le truc tout de suite. Le QI de ce joueur, c'est quand même un truc de malade, quoi. Ouais. Moi, je me demande à quel point il est diminué. Parce qu'il y a toujours les rapports d'avant-match où il est incertain, doubtful, enfin les adjectifs diffèrent à chaque fois. Est-ce que vous sur le terrain, vous l'avez trouvé hésitant? Moi, ça m'a rappelé les matchs où il était vraiment incertain sur la série précédente, ou celle d'avant, je me mélange un peu. Et où je trouve qu'il prenait moins de risques physiques, entre guillemets, mais il jouait quand même très efficace au niveau des tirs qu'il prenait et tout ça. Je n'ai pas senti non plus qu'il était... qui grimaçait ou quoi. Donc je sais pas si vous avez eu l'impression qu'il était, parce que ça avait l'air assez sérieux. Il disait qu'il avait, enfin dans le rapport, je sais plus, douleur là. Enfin c'était. J'ai l'impression qu'il a du mal à aller au cercle. Moi. Enfin, il est obligé des fois settle pour des trucs plus loin parce qu'il a pas, il est gêné quoi. Moi, j'avais déjà cette impression à la fin du match 1 en fait. Vraiment, je trouvais qu'il avait autant. Je me disais, avec la coupure, il va pouvoir avoir complètement récupéré. Et en fait, déjà en deuxième mi-temps, tu voyais qu'il traînait la patte. Et moi, c'est les moments où il a perdu la balle, en fait. Il y a deux fois où il perd des ballons quasiment tout seul. Un moment, il glisse. Un autre fois, il essaie de balancer le ballon derrière lui parce qu'il est pris. Et là, tu vois qu'il a pas il peut pas rebondir sur ses appuis, en fait. Et j'ai l'impression qu'il est... Alors, c'est pas un joueur explosif, mais je le trouve vraiment moins explosif. Il sert de sa taille, de sa longueur de premier pas pour passer son adversaire. Derrière, il est en contrôle. Mais il a pas du tout la vitesse ou le dynamisme qu'il peut avoir parfois, en fait, notamment dans ses changements de direction. Là, quand il attaque le cercle, effectivement, tu vois, il est vraiment en contrôle. Il sert vraiment de son gabarit. Il le fait de manière incroyable, d'ailleurs. Mais il finit très peu au lay-up. Alors que Lucas, c'est quand même un joueur qui finit proche du cercle. Et il finit très peu au lay-up. Alors, il tire 8 lancers, mais c'est une superstar en finale NBA. Il y a un match, elle peut t'en tirer 20 au final. Tu vois, c'est presque peu, 8. Et du coup, quelque part, là où ça crée une réaction en chaîne, c'est que quand il attaque vraiment le cercle et qu'il provoque des aides, c'est là où Dallas a beaucoup de 3 points dans les corners. C'est là où Dallas a des 3 points. On le disait déjà, on le répétera encore une fois, mais les meilleurs 3 points, la balle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et tout est mieux, en fait. L'angle, le rythme dans lequel tu prends ton shoot. Et PJ Washington et Derek Jones Jr., c'est des bons shooters à 3 points dans le corner. Josh Green aussi. Et ils n'ont pas ces tirs-là, en fait. Derek Jones Jr., je crois que je ne l'ai pas vu mettre un 3 points à 45 depuis la série contre le Thunder. Ce n'est pas du tout son tir. Il n'est pas à l'aise. Tu parlais déjà en plus de la pression de l'enjeu. C'est des tirs qui ne rentrera pas. Ou qui rentrera de manière tellement aléatoire presque, j'ai envie de te dire, ou rare, que ça n'a pas d'influence sur le match ou sur la série. Donc, il faut qu'il puisse provoquer vraiment plus loin que ça. Je l'ai dit, là, les tirs qu'il met Luka, je ne suis pas certain. Alors, ça fait 2 matchs qu'il les met. Hein. Il y a des fois, il y a des fadeaways, je me dis, mais no way. Tu vois. Genre, mais les premiers, c'est des bons tirs pour lui. Il a l'avantage de taille, donc il voit le cercle. Tu vois. Mais il y a des tirs durs quand même. Je suis pas tout... vraiment dur. C'est dur, mais je suis pas tant d'accord que toi, avec toi, en fait, là-dessus. C'est des tirs où il est en 1 contre 1, quoi. Qui va le stopper en 1 contre 1, ce mec-là? À chaque fois, il a l'avantage de taille et de physique sur tous les gars. Ces tirs, si tu regardes les tirs de fadeaway, ils sont durs. Mais honnêtement, ils sont pas tant contestés que ça, parce qu'il y a qu'un seul défenseur sur lui. C'est moins dur que d'autres tirs que je l'ai vu mettre pendant le reste des playoffs. Hein. Mais il y a des fadeaway à 6 mètres du cercle, quoi. Ceux à 4 mètres, je suis d'accord. Oui, mais... Ceux qui prennent à 4 mètres du cercle, je suis d'accord. Mais ceux à 6 mètres du cercle... Après, le degré de difficulté n'est pas le même. D'accord.
Pour moi, ils sont dans son registre en fait. C'est comme les tirs à 3 points de Stephen Curry à 1m50 derrière la ligne. Pour n'importe qui, tu dis mais ça n'a pas de sens, c'est trop dur. Et en fait, pour lui, au bout d'un moment, tu dis bah c'est son shoot. Ouais, mais il y a une différence. Il y a une différence. C'est Curry, c'est une différence entre 3 et 2. Elle est mathématique. C'est Curry, s'il met 33% de ces tirs-là, c'est plus fort que 50% des. Non, mais je suis d'accord. Je parle sur la difficulté en fait pour lui en fait. Tu vois, moi ça me semble pas impossible pour Luka alors effectivement peut-être pas exactement avec la même efficacité parce que 10 sur 14 pour commencer le match c'est incroyable, mais moi ces paniers là ils m'ont pas surpris, ça m'a pas surpris que ça rentre en fait quand il les a pris. Mais ça me surprend pas en fait, c'est pas que ça me surprend, c'est comment dire, c'est t'as besoin de maintenir, c'est encore une fois c'est le jeu des chiffres, tu vois, c'est comme tu as dit le 10 sur 14 je suis pas sûr qu'ils maintiennent, mais tu vois s'ils maintiennent pas ce 10 sur 14 les Celtics, t'es sûr qu'ils vont pas tirer à 10 sur 40 à 3 points. Mais je suis d'accord. Mais tu vois, si je devais parier sur l'un des deux, je parierais plus facilement sur le fait que Luka puisse ressortir un 10 sur 14 plutôt que les Celtics foirent autant à 3 points sur une première mi-temps à nouveau, quoi. Tu penses qu'il y a plus de chances que les Celtics se foirent à nouveau à 3 points? Non, c'est l'inverse. Je pense qu'il y a plus de chances que Luka puisse refaire 10 sur 14 avec ces tirs-là. Plutôt que les Celtics se foirent à 3 points comme ils l'ont fait sur cette première mi-temps. Mais du coup, on est d'accord, mais par contre, ça revient quand même à combien de fois, enfin, je sais, tu vois ce que je veux dire, le 10 sur 14 à chaque match, et d'ailleurs, au final, il finit à 12 sur 21. Tu vois, il y a aussi une perte d'adresse derrière à un moment parce qu'il y a de la fatigue qui s'accumule. Luka, il faudrait qu'il mette 60% de ses tirs comme ça contestés, semi-contestés. Je suis d'accord avec toi parce qu'il a l'avantage de taille. Oui, il est très fort, donc il le fera peut-être 2 matchs sur 3, mais c'est le challenge quand t'es un joueur de cette classe-là, en fait. C'est après, ça. S'il a un peu aidé, s'il a un peu plus aidé, la question se pose peut-être pas non plus. Là, on parle du contexte de ce match-là où il a manqué d'une deuxième option qui apportait plus de points, parce que là, il a été obligé de faire ça. Si Kyrie met 25, 28 points, par exemple, je dis juste Kyrie, hein, mais ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a aussi ça, il a été obligé de le faire. Si Kyrie met 25 points le soir où Tatum, il est à lui aussi, parce que Tatum aussi, c'est un joueur de classe mondiale, il n'est pas au niveau de Luka, mais il y a un jour où Luka, là, pour l'instant, Tatum, il se trouve en termes d'adresse. Le soir où Tatum, il est à 17 sur 22, Kyrie peut mettre 30 points, ça ne change rien, en fait. Mais même collectivement le jour où les Celtics ils sont à 25 sur 40 à 3 points, et Kyrie peut mettre 30 points, il n'y a pas de problème, tu vois, ça ne changera pas la donne. C'est aussi pour ça que Boston me paraît en position de force. C'est-à-dire que là, on parle de leur maladresse à 3 points, ils shooteront pas tout le temps à 10 sur 39. 10 sur 39, et encore, ils se rattrapent vachement sur la fin de match. Mais ça va pas arriver, ça n'arrivera pas 4 fois, et quand ils sont à droit à 3 points, c'est très compliqué. Comme tu dis, il y a aussi un match où Tatum, même pas qu'un match peut-être, même s'il augmente juste un tout petit peu en termes d'adresse, ce sera suffisant. C'est pour ça que ça me paraît très très compliqué pour Dallas, mais j'espère me tromper pour qu'on ait une série accrochée, mais la blessure de Porzingis est importante, hein. Attention, hein. J'ai ce constat, je sais, ça fait un peu pessimiste, mais je pense par contre toujours que les Celtics ont vraiment besoin de Porzingis, et il fait un très bon passage en première mi-temps. Et sans Porzingis et à un degré moins de Jrue Holiday qui a mis 17 points aussi en première mi-temps, même s'il avait surtout des paniers faciles. En fait, s'il n'y a pas ça en première mi-temps, tu te retrouves sur un match où Dallas a 15 points d'avance. Et là, c'est complètement différent, en fait. Tu te retrouves avec une pression de mettre des 3 points. Et là, la balle est lourde quand tu prends les 3 points. Parce que Derrick White, là, il les prend. Il est à moitié en train, il est relax, quoi. Les dernières nouvelles sur Porzingis, elles sont plutôt encourageantes, hein. Il est au micro de NBC Sports. Tout à l'heure, je regardais. Il disait ça va aller, je suis prêt à mourir sur le terrain, machin. Et il a dit qu'il manquerait pas le Game 3. Donc après, il est pas un docteur, hein, mais il se voit pas manquer le Game 3. Et le fait qu'il puisse avoir un temps de jeu limité, mais être quand même impactant, ça me paraît être une donnée. Le fait qu'il n'ait pas besoin de jouer 40 minutes pour que les Celtics soient bons, c'est pas mal quand même. Moi, le truc, c'est la nature de la blessure, en fait. Si t'as mal au genou ou à la cheville, c'est une chose. Si t'as une blessure musculaire, notamment au mollet, on a vu, il suffit de regarder Kevin Durant, l'implication que ça peut avoir de revenir trop tôt, et tu prends, je connais pas la nature précise de la blessure de Porzingis, mais les blessures musculaires, c'est autre chose. C'est comme Anunoby avec les Knicks, en fait. Il y a un moment, tu peux juste pas, en fait. Tu peux juste pas. C'est pas juste serrer les dents et dire je vais essayer de jouer. C'est qu'à un moment, tu peux pas. Donc on verra. J'ai bien vu ce que Porzingis avait dit. On verra aussi quel sera le choix du staff de Boston en fonction de l'évolution de sa blessure d'ici le prochain match, quoi. Mazzulla aussi, hein, je suis en train de regarder en même temps, mais dans ses déclarations, ils lui ont demandé lors de son passage devant la presse après, est-ce qu'il a réaggravé sa blessure au mollet et tout ça. Il a dit non, absolument pas, il va bien.
Bon, bah tant mieux. Si c'est pas la même blessure ou si c'est autre chose, et voilà, j'en sais rien. Porzingis a juste dit précisément ce que c'est, quoi. Ouais, Porzingis a juste dit il s'est passé un truc. En gros, il y a eu un choc, un contact, quelque chose, mais il est prêt à mourir sur le terrain, comme il a dit. Allez, une dernière petite question peut-être avant qu'on s'arrête. Savoir s'il y a des ajustements que vous voulez voir ou quel ajustement vous imaginez possible pour Dallas pour le match 3. Il faut de l'aide pour Luka. Non, mais ouais, je sais, mais je sais. Moi, je suis curieux de voir. Encore une fois, c'est pas la solution à tout, mais quand je vois le manque de punch qu'a pu avoir Dallas parfois, je me dis qu'il y a peut-être des minutes pour Jaden Hardy, parce que pour le coup, c'est un joueur qui joue en confiance, quoi. C'est juste ça, quoi. Il joue en confiance. Alors, ça peut être qui tout double, quoi. Ça peut te donner 2 fautes ou 2 balles perdues, comme ça peut te donner 2 paniers importants à un moment où tu as besoin de relancer quelque chose. Donc pour Dallas, c'est ça. Moi, je reste sur cette notion de rythme. Et il faut que Kyrie... Enfin, encore une fois, on l'a encensé, Kyrie à juste titre durant tout ce parcours. Maintenant, voilà, c'est là que ça se joue. Il faut qu'il puisse apporter dans le flot de l'équipe et qu'il soit... que ses points... Je vais pas dire que ses points ont servi à rien, c'est pas ça, mais il faut qu'il soit meilleur. J'ai pas d'autres termes, en fait. Il faut qu'il soit meilleur pour que Dallas puisse espérer revenir. Hardy a joué que 2 minutes cette nuit, mais oui, il est sorti de la rotation au profit de Maxi Kleber au final, quelque part. Il y a une volonté de jouer différemment. Moi, je me demande si Kidd va pas tenter des... Bon, après, le contexte à domicile est forcément différent, ça donne pas toujours les mêmes matchs, mais je le vois bien capable de relancer un mec, peut-être Hardy, ça peut être Hardaway qui n'a pas joué depuis une éternité, mais ça peut être un Factor X, c'est un mec qui, s'il est un peu en confiance, s'il t'apporte les paniers à 3 points en théorie, que là, il n'y avait pas cette nuit ou sur les 2 premiers matchs. Sinon, oui, les ajustements, ça me semble compliqué, tellement en face, c'est un rouleau compresseur avec tout ce que Boston peut proposer. Donc, que Luka arrive à être sur le même niveau à peu près, et surtout, oui, Kyrie, c'est déterminant. On l'a redit dans la preview, c'est essentiel. Si Kyrie ne fait pas ces playoffs-là, ils ne sont jamais en finale NBA pour moi. Malgré le génie de Luka et le bon coaching de Kidd, mais Kyrie est tellement déterminant que s'il ne peut pas faire des matchs à 16 points, est-ce que Boston pourra le limiter comme ça tout le temps? D'autres équipes, j'aurais dit non, parce qu'on l'a vu avec Minnesota, par exemple, qui est quand même une très grosse défense, mais qui n'a pas réussi à le freiner. Boston, j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'ils peuvent lui envoyer, les différents types de défenseurs, il y a moyen qu'ils arrivent à le freiner, à le limiter un peu. J'ai quand même l'impression qu'il y aura un match où Kyrie va... Et je le souhaite presque, parce que si on se place en observateur neutre, j'ai pas envie d'un 4-0, je préfère une série disputée que Dallas embête un peu Boston, quoi. Mais pour les ajustements, je vois pas grand-chose d'autre que ça. Moi, je vais être dans votre sens, avec évidemment Kyrie, mais je vais dire enflammer cette série, en fait. À un moment, il devrait être dans la peau. Tu vois, moi, je pensais que les Mavs, ils allaient commencer cette série en mode, de toute façon, on n'a rien à perdre. Toute la pression est sur Boston. Et je suis très surpris. Enfin, je suis très surpris. Je suis assez surpris de voir que, justement, j'ai l'impression, moi aussi, comme toi, Théo, ou comme toi, Shai aussi, que, tu vois, je sens, quand je vois Lively jouer, je sens des bonnes intentions, mais je sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Que là, on a atteint un stade où il est jeune, il est inexpérimenté. Je le vois, il y a une espèce de folie, mais pas dans le bon sens, une folie un peu avec du stress. Évidemment, je le vois chez Jones Jr. Je partage complètement le constat que Washington, à l'inverse, tu as l'impression, il joue un match, il joue encore avec les Hornets, mais je le dis ça dans le bon sens du terme, tu vois, genre en mode, j'attaque le cercle, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, et je le vois chez Kyrie. Kyrie a une pression. Je sens la pression dans les mains de Kyrie. Je le sens. Je suis capable de le sentir à travers mon écran. Je pensais que ça serait plus les Celtics qui auraient cette pression. Là, maintenant, il y a 2-0. Et en plus, Jason Kidd, il véhicule ce message. C'est un truc que j'aime beaucoup chez Jason Kidd. Il leur dit, mais les gars, on va faire des erreurs. On continue à jouer. C'est pas grave. Oubliez pas que c'est que du basket. C'est le message qu'il a eu sur les 2 matchs. On a vu à chaque fois dans le vestiaire des petits bouts de passage du discours de Jason Kidd. À chaque fois, c'est ça qu'il leur dit. Et chapeau de leur dire ça. C'est beau, un coach qui, avant des finales, dit à ses joueurs, non, mais les gars, faites-vous plaisir. C'est du basket. Ok, c'est les finales, mais tranquille, tu vois. Et moi, j'attends ça des Mavs. Et ça revient avec mettre du rythme, parce qu'en fait, s'ils jouent libérés, s'ils sont moins crispés, ils vont y aller un peu plus. Quitte à ce qu'ils prennent plus de 3 points, mais voilà, tu sais pas comment ça se passe dans la tête de Boston, par définition. Tu sais que ce qui se passe dans ta tête. Et si tu te lâches, tu sais pas ce que les mecs d'en face, à quel moment eux ça peut bloquer, parce que à quel moment eux la pression ça peut revenir.
On a souvent pointé ça du côté des Celtics. Donc moi, j'attends ça comme un ajustement. C'est presque un ajustement mental, même si ça se traduit par beaucoup plus de rythme et beaucoup plus de tirs à 3 points. Si tu as plus de rythme, tu auras la possibilité de prendre des tirs à 3 points semi-open ou open, ce qu'ils ont du mal à faire. Et après, évidemment, oui, Kyrie Irving, va falloir qu'ils mettent des points. Ça, c'est clair. Mais voilà ce que moi, j'attends pour le Game 3. Et devant leur public, je me dis que c'est l'occasion parfaite. Et si tu reviens à 2-1, tu abordes mieux le Game 4. Et s'il y a 2-2, le moment où tu reviens à Boston, en fait, tout a changé. Tu vois. Je repense à... Pardon, j'ai fait un peu plus long, mais à la série Phoenix-Milwaukee, même si je pense que c'est très différent, j'ai l'impression que les Celtics sont quand même beaucoup plus forts. Mais les Suns, je me souviens, ils menaient 2-0. On a l'impression qu'ils étaient imperturbables. Mais les Bucks avaient le meilleur joueur de la série, à la personne de Giannis Antetokounmpo. Et tu sais que quand tu as le meilleur joueur de la série, après Antetokounmpo était à 100%, mais il revenait quand même d'une blessure lui aussi au genou. Ils ont inversé la tendance et derrière, Phoenix s'est jamais relevé. Alors, c'est pas forcément la meilleure comparaison, c'est des équipes différentes. Ils jouent quand même vraiment une armada de dingue, là, les Mavericks. Mais voilà pour ce que j'attends pour la suite de la série. Pardon, j'ai fait long. Ça sera une conclusion longue, du coup, je ne redonne même pas la parole à Shai et Théo. Je vais enchaîner direct. C'est bien, sur le fait qu'on se retrouvera cet après-midi pour un podcast. On a beaucoup parlé, mais on sera encore là pour parler, pour analyser encore plus en profondeur cette finale. Donc, restez connectés sur la chaîne. Soyez au rendez-vous cet après-midi. Il y a plein de trucs sur la chaîne en plus. Et oui, exactement. Il y avait le Hoop Culture avec Wax, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai, Hoop Culture avec Wax. Quand même, il nous fait un big up à la fin en plus. On est obligé Exactement. Donc, allez regarder ça, allez checker ça. Wax qui est vraiment un gars incroyable. Donc, je vous invite même pas juste à checker le Hoop Culture, mais allez checker sa chaîne aussi. Franchement, si vous êtes fan de musique, moi, je vous invite particulièrement à regarder les sessions dans les fanzines. Je sais pas le nom quand les mecs reprennent les sons avec Wax qui est à la guitare. Je sais pas s'il a un nom précis pour ces trucs-là. Moi, je regarde l'émission fanzine, elle est top de toute façon. À chaque fois, c'est mais bien sûr, mais franchement, je surkiffe ces passages-là. Quoi. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Et on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Et une late session. En même temps, ça n'arrête pas de bosser. Quoi. À un moment, il va falloir qu'on dorme. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.